plaisir que je vous présente Anne Morelli. Peut-être que pour certains, c'est pas tout à fait une découverte. Il y a 2 ans et demi, en mars 2022, Anne Morelli était déjà venue nous faire une conférence sur un thème semblable à l'université Paul Valéry. La présidente avait accueilli non seulement Anne Morelli, mais aussi l'exposition donc, qui est associée normalement à cette conférence, qui a fait le tour de France, et Montpellier qui est l'une des premières villes à l'avoir accueillie. Ça avait fait quand même un petit peu de bruit, puisque nous avions eu FR3, mais une équipe qui avait filmé, interviewé, et finalement ça avait été censuré. Il y a une petite chose à dire, c'est que la propagande, elle est de tous les côtés, et que souvent on a une vision binaire, et que je trouve personnellement très courageux les gens qui se battent pour la paix, justement parce qu'ils ont une position plutôt, on peut dire, soit d'en haut, soit à côté, et qu'il y a un certain nombre de personnes qui, pour avoir défendu cette position, eh bien, ont eu beaucoup de problèmes par le passé et encore aujourd'hui. Présenter Anne Morelli, donc elle nous vient de Bruxelles, en particulier de l'Université Libre, où elle est professeure honoraire, professeure émérite, en français de France on dit professeure émérite, elle est historienne. Les champs d'investigation, j'ai donc le Centre de sociologie et d'histoire des gauches et le Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité. Mais ces intérêts dépassent beaucoup ce cadre-là. Je peux vous dire à titre personnel que chaque fois que je mets le pas vers quelque chose qui se passe en Belgique, ben je trouve souvent des traces d'Anne Morelli, qu'il s'agisse d'un grand boulevard à Molenbeek, ou qu'il s'agisse de laïcité évidemment, de religion, qu'il s'agisse même des jouets, je crois, d'émigration italienne, c'est ce qui fait notre point commun le plus important, on va dire, mais aussi le féminisme, le pacifisme. Merci Isabelle de cette présentation. Et effectivement, je reviens à Montpellier, puisque je suis déjà venue dans le cadre de cette exposition qui s'appelle « Résister à la propagande de guerre ». Alors, comment est-ce que toute cette histoire est née? Parce que Isabelle a dit ben, j'ai des intérêts très divers, l'histoire de l'immigration, l'histoire des religions, etc. Comment on en est arrivé à ceci? Eh bien, j'avais un cours à l'Université de Bruxelles qui s'intitule « Critique historique » et qui est donné pratiquement à tous les étudiants de première, que ce soit les étudiants en droit, en sciences politiques, en sciences sociales, en géographie, il n'y échappe pas. Et donc, j'avais ce que vous appelez un amphithéâtre, nous disons un auditoire, un auditorium, de 1200 étudiants à la fois. Et ces étudiants, il fallait leur montrer comment appliquer cette critique historique à des choses concrètes d'aujourd'hui. Parce que ce n'était pas tout de montrer un manuscrit du Moyen-Âge qui avait été gratté, sur lequel on avait réécrit, etc. Et donc, j'ai travaillé pour eux cette question de la propagande de guerre. Et dans un premier temps, c'était un petit livre, un petit... c'est belge aussi, nous appelons ça un syllabus, un petit résumé pour les étudiants. J'ai essayé de leur systématiser la propagande de guerre en 10 principes. Alors, ces 10 principes, ben, j'aurais pu en faire 7 ou 14, mais je sais que Dieu avant moi en avait fait 10 et ça avait très bien marché. Je me suis dit, si Dieu l'a fait, pourquoi pas moi? Et donc, j'ai essayé de systématiser ça pour qu'ils puissent les retenir. Et ça a bien donné, je dirais, parce que je rencontre beaucoup de gens à Bruxelles, maintenant 1200 par an, pendant 25 ans, ça fait un gros paquet de gens, qui me disent, je me souviens des principes un tel et un tel. Alors, je n'ai pas sorti ça de mon chapeau toute seule. Lorsque j'avais eu ce cours, il y a l'ancien professeur qui m'avait dit, il y a une chose absolument à lire, c'est le livre de Ponsonby. C'est quelqu'un qui vient de la noblesse anglaise, qui était son père était le secrétaire particulier de la reine. Et lorsque la guerre de 14 éclate, ce pauvre garçon, pour ne pas l'envoyer sur le front, on le met dans le bureau de la propagande. Et
en fait, il va participer à cette propagande, mais il va être complètement écœuré et il va écrire, après la Première Guerre mondiale, un livre, Les faussaires à l'œuvre en temps de guerre, qui explique comment ils ont fait des faux pour mener l'opinion publique vers la guerre. Il avait beaucoup de problèmes pour avoir écrit ce livre, parce qu'il était dans une famille noble, donc il devait normalement être conservateur, mais il a commencé par être libéral, et puis il est devenu travailliste, et puis il a trouvé que les travaillistes étaient trop va-t-en-guerre, et il les a abandonnés. Et donc ce livre est extrêmement intéressant, mais ne concerne que la Première Guerre mondiale, bien sûr. Et à partir de ça, je me suis posé la question, est-ce qu'on a encore fait la même chose par la suite? Et la réponse est oui. Tout ce que lui avait expliqué pour la Première Guerre mondiale, eh bien, on a continué dans l'entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre froide, et on continue aujourd'hui aussi. Alors, ce petit livre, il y a bien sûr des éditions en français, un grand nombre d'éditions en français, mais il a été traduit, Belgique oblige, en flamand aussi, et puis on continue en portugais, et puis 2 versions en italien, une qui vient de sortir au mois de juin, aux éditions de la CGIL, l'équivalent de la CGT italienne, et puis une édition en espagnol, et puis une édition en espéranto qu'on vient de publier tout récemment. On l'a présentée au congrès espérantiste en juin à Strasbourg, et puis en allemand, et puis Mon Triomphe, c'est en japonais. Oui, je n'ai pas vérifié la traduction évidemment, mais espérons que ça soit fini. Donc, pourquoi toutes ces éditions, pourquoi, je vais dire entre guillemets, ce succès, ce n'est pas un succès financier, mais un succès de diffusion, parce que ça correspond à toutes sortes de choses que nous vivons tous les jours, mais que nous n'avons pas la possibilité de théoriser, je dirais. Et à partir du moment où on a la clé théorique, on se dit tous les matins, c'est pas vrai, ça c'est principe numéro 4, ça c'est principe numéro 6. Donc, je pense que quand on a cette clé en tête, on voit très clairement que ces principes sont appliqués tous les jours. Alors, premier principe, nous ne voulons pas la guerre. Ça, c'est excellent. N'importe quel camp dit ça. Nous sommes des doux, des gentils, des pacifiques. Et moi, je projetais à mes étudiants un discours de Roosevelt, par exemple. Et Roosevelt dit We are pacifists, you are pacifists too. Enfin, on va pas faire la guerre. Obama dit la même chose. Lorsqu'il reçoit le prix Nobel de la paix, au tout début de sa présidence, de son mandat, il dit la même chose. Il dit oui, je suis pour la paix, c'est très beau la paix, mais on va devoir accélérer les opérations, et effectivement, c'est ce qu'il va faire. On voit que c'est toujours l'autre qui doit être naturellement le fauteur de guerre. On y reviendra dans le principe numéro 2. Et ici, vous avez une illustration française qui montre l'Allemagne comme une pieuvre. C'est l'autre qui nous menace toujours. Alors, il y a des choses très intéressantes, l'Allemand avec son casque à pointe, évidemment, et puis attaquer, nous ne faisons que nous défendre. Alors, dans les guerres toutes récentes, chacun dit, évidemment, nous avons été attaqués. Et nous ne faisons que nous défendre. Ça donne évidemment tout de suite la possibilité de dire mais nous sommes dans un état de légitime défense, c'est tout à fait honorable ce que nous faisons. Donc, là c'est en 1914, attaquer, nous ne faisons que nous défendre au nom de la liberté, pour sauver notre existence. On verra qu'on doit toujours sortir ce blabla.
Et il faut montrer que nous sommes encerclés d'ennemis. Le troublant, c'est que les Allemands en 1939 disent la même chose. Or, pour nous, de notre point de vue, c'est évidemment eux qui attaquent. Mais ils se présentent ainsi à leur opinion publique. Vous avez la petite Allemagne ici, en noir, avec tous ses ennemis tout autour. La Russie, la Pologne, les pays scandinaves, l'Angleterre, l'Afrique du Nord. Alors, ils ont un seul allié, c'est l'Italie. Mais comme je m'appelle Morelli, je peux me permettre de dire que cette armée ne leur a pas été d'un grand secours. Ils ont dû plutôt courir pour les aider ici et là. C'est bien de se montrer petit vis-à-vis d'autres qui sont très puissants. David contre Goliath. Nous voyons dans l'actualité un pays qui se présente sans arrêt comme ça, comme le petit David, entouré d'ennemis, bien entendu. Voilà, on nous explique tout le temps, et on verra quelques exemples, mais vous en avez certainement 1000 aussi. On nous explique que la Russie est impérialiste, qu'elle menace notre existence, etc. Moi, je ne prends pas position, je vous donne 2 cartes. Première carte, 1990. En gris, les pays de l'OTAN. En rouge, les pays du pacte de Varsovie. 2010, les pays de l'OTAN ont avancé de plusieurs centaines de kilomètres vers Moscou, et les pays du pacte de Varsovie se sont réduits à la seule Russie. Donc, qui est impérialiste, que chacun se fasse son idée, mais en tout cas, ce n'est pas forcément ce qu'on lit dans la presse tous les jours. Pour la Chine, la même chose. On nous explique que les Chinois sont impérialistes. Ils vont aussi nous attaquer d'un jour à l'autre. Mais là, j'ai une carte qui montre, avec ces points comme ceci, les bases militaires des États-Unis. Alors, vous avez la Chine, et tout ça, ce sont des bases militaires des États-Unis. Les Chinois ont 2 bases en dehors de leur propre territoire. Donc, c'est très bon de se présenter comme étant un pacifiste. Nous sommes gentils, nous sommes doux, nous sommes bons. Ce sont les autres qui sont des impérialistes. Et la suite, c'est évidemment que c'est eux qui ont commencé. Alors, pour ça, il est très très important, et je vais insister là-dessus, de fixer la date de début du conflit. Quelle est la date de début du conflit? Alors, si vous dites le 7 octobre, alors, les pauvres Israéliens ont été attaqués et ils se défendent très légitimement. Si vous dites 1948, la situation est complètement renversée. Pour la Russie et l'Ukraine, c'est la même chose. Si vous dites 2022, mais c'est l'invasion des Russes, etc. Si vous dites 2014, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? C'est l'inverse. C'est les Ukrainiens qui attaquent le Donbass, etc. Donc c'est très très important de faire croire aux gens, de prendre une date qui nous est favorable, parce que nous allons toujours être ceux qui sont attaqués et qui ne font que répondre. Et là, je voudrais ajouter une phrase de Machiavel, comme ça on ne m'accuse pas d'intervenir dans l'actualité. Machiavel, c'est quoi, 1500, quelque chose comme ça, Machiavel disait « Ce n'est pas forcément celui qui sort son épée qui a commencé le combat. » Donc il peut y avoir des tas de choses qui se sont produites, mais on ne voit que quelque chose de très spectaculaire, mais il y a eu tout un arrière-plan auquel nous ne pensons pas. Alors, ici, dans le sens aussi du début de la guerre, il faut penser que parfois on sait que l'ennemi va attaquer, mais on le laisse faire. Pourquoi?
Mais on le laisse faire, parce que comme ça, on sera dans la position du malheureux qui est attaqué et qui ne fait que se défendre. Alors, un exemple que je donne ici, c'est la Seconde Guerre mondiale, et vous avez le moment de Pearl Harbor, où le Japon attaque vicieusement les États-Unis d'un coup de poignard dans le dos. Alors, c'est d'abord intéressant de voir ce que chacun dit. Tojo, qui va devenir maréchal japonais, qui pour nous est le monstre par excellence, mais Tojo, il dit aux gens, nous sommes des doux, nous sommes des pacifistes, nous avons essayé de faire la paix jusqu'au dernier moment, mais finalement, on nous a obligés à déchirer les contrats que nous avions avec les peuples allemands et italiens, et ça, nous voulons rester fidèles à notre parole, et donc, nous avons été obligés d'entrer dans la guerre. Donc chacun dit la même chose. Hein? Roosevelt dit I am pacifist, etc. Alors, la bataille de Pearl Harbor, elle nous est montrée dans des grandes mises en scène américaines. Hein? Il y a eu un film entier sur Pearl Harbor. Et ça nous montre toujours donc je dirais, des gens vicieux qui arrivent par surprise et qui les attaquent. Alors, les historiens d'aujourd'hui sont un peu méfiants par rapport à l'idée de attaque surprise. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça s'est vraiment passé, et il y a l'un ou l'autre millier de personnes qui sont mortes, et il y a quelques bateaux qui sont coulés, mais miracle. Quelques jours, quelques heures avant l'attaque de Pearl Harbor, les principaux bateaux de la marine américaine, les vraiment bateaux super modernes, le Lexington, le Saratoga, l'Enterprise, ont été éloignés de Pearl Harbor. Bon, alors il y a deux explications possibles, ou bien vous dites, ben, ils ont eu beaucoup de chance, hein, ils ont justement enlevé les bateaux les meilleurs, ou bien on peut dire peut-être qu'ils savaient, mais que ça valait la peine que ce soit les Japonais qui attaquent. L'opinion publique américaine, avant le 7 décembre, était totalement hostile à l'entrée en guerre des États-Unis dans la guerre européenne. Ils ne voulaient pas entrer dans la guerre européenne. À partir du moment où ils ont été attaqués sur leur propre territoire, eh bien alors là, les gens deviennent enthousiastes. Et voyez le titre du journal, les Japs attaquent les États-Unis, et puis il y en a encore d'autres, je crois. Voilà, c'est la guerre, au moins bombardée par les avions japonais, etc., etc. À ce moment-là, il y a une union nationale derrière l'idée de guerre qui est une guerre défensive. On est toujours donc sur la défensive. Alors vous remarquerez que, enfin en France c'est un peu différent, je crois que vous avez un ministère des armées, mais chez nous ça s'appelait le ministère de la guerre, et puis on a changé, c'est le ministère de la défense. Alors si tout le monde a un ministère de la défense, c'est étonnant qu'il y ait des guerres. Hein? Il n'y a personne qui a un ministère de l'attaque. Il faudrait qu'il y ait des ministères de l'attaque pour qu'il y ait des guerres. Cette attaque surprise n'est peut-être pas tellement surprise, et c'est un exemple du laisser-faire parfois. Hein, on peut aussi réfléchir, je ne crois pas que ce soit qu'on soit pour autant conspirationniste, de se dire peut-être qu'au mois d'octobre, les Israéliens savaient, mais peut-être qu'ils ont laissé faire, et peut-être qu'ils ont laissé faire pour justement être dans une position de défense. Ici, c'est une affiche allemande, au moment où toute l'Europe est nazifiée, mais il se présente encore comme assiégé, comme entouré d'ennemis. Alors les ennemis, c'est les Anglo-Américains, ce sont les Soviétiques. Vous voyez que Staline n'a même pas eu la décence de se laver les mains avant de venir faire la photo. Et puis, c'est un complot juif.
Bon, on a pu reprocher beaucoup de choses à Staline, mais je ne crois pas qu'il était juif. Dans les anglo-américains non plus. Mais il faut trouver, naturellement, une position où on est attaqué, entouré d'ennemis. En 2014, il y a une opération contre les Palestiniens, et en fait, c'est lié à l'enlèvement de 3 garçons israéliens. Et le titre du journal, et je pense que leur démonstration est intéressante, c'est que l'attaque était déjà décidée. Et on attend qu'il y ait un motif. Et le fait qu'on ait enlevé ces 3 garçons, ça va être le motif qui va décider qu'on va déclencher l'attaque. Alors, principe numéro 3, ça rejoint ce qu'on vient de dire pour les talibans et Ben Laden, c'est qu'il faut qu'on ait un salaud de service. C'est nécessaire. On ne va pas se battre contre les Français, contre les Allemands, contre les Afghans. Non, on va se battre contre une personne qui est vraiment odieuse. Alors, pour la Première Guerre mondiale, Ponsonby avait bien montré que le rôle était tenu par le Kaiser allemand, l'empereur d'Allemagne. Et là, je dois absolument vous lire 2 petits extraits de journaux anglais. Alors, le premier extrait, c'est un extrait quelques mois avant le déclenchement de la guerre. C'est Evening News, 17 octobre 1913. Le Kaiser est en visite en Angleterre, et voici ce que dit le journal anglais. Nous voyons tous en le Kaiser un gentleman de très noble caractère, dont la parole vaut mieux que l'engagement formel de main d'autres. Un hôte à qui nous plaisons toujours à souhaiter la bienvenue et que nous voyons partir à regret. Un souverain dont les ambitions qu'il nourrit pour son peuple sont basées sur le même bon droit que les nôtres. Donc c'est 17 octobre 1913. C'est donc le voisin parfait, l'ami, le gentleman. Alors, la guerre commence en août 14 et en septembre 14, donc moins d'1 an après le texte que je viens de vous lire, qu'est-ce qu'on lit dans le Daily Mail? Guillaume, l'aliéné, ne fera trembler ni l'Angleterre ni l'Europe civilisée, bien que la cathédrale de Reims ait été détruite sur son ordre personnel. Ce dernier acte du chef barbare ne fera que resserrer nos rangs pour nous débarrasser d'un fléau dont le monde civilisé n'a jamais vu l'équivalent. Alors faites attention, c'est toujours la même rhétorique. C'est la première fois qu'on a un monstre pareil. Hein? Alors là, c'est en 14, et puis. Ce fou ne fait qu'empiler du bois pour son propre bûcher. Ce monstre ne saurait nous inspirer la terreur. Pour le Kaiser, la corde, car le fusillé serait lui accorder la mort trop honorable du soldat. Bon, donc en moins d'1 an, on est passé du voisin charmant au monstre. Et ça, c'est dans un village de France, des gens qui avaient mis en effigie le Kaiser avec un casque à poing, et on faisait croire aux gens que si on arrivait à capturer le Kaiser, eh bien la guerre serait finie, on retournerait au bonheur d'avant. Alors vous me direz, oui, mais ça c'était la guerre de 14, il y a plus de 100 ans. Mais quand la guerre se termine, vous le savez bien, ce n'est pas l'Allemagne qui gagne, c'est la France et l'Angleterre. Et qu'est-ce que devient le Kaiser? Puisque le but de la guerre, c'était de le capturer à Berlin. On l'a laissé partir en Hollande, suivi de, je ne sais plus, 14 wagons avec ces petites affaires de première nécessité. Vous savez, les couverts d'argent, les porcelaines, les cristaux, les nappes en dentelle. Et il s'est installé dans un petit palais en Hollande, qu'on peut encore voir aujourd'hui, qui nous montre d'ailleurs que c'était un homme de cœur, parce que pour chacun de ses chiens, il a fait une tombe différente. Soi-disant, c'était un monstre, et en réalité, on lui a prévu un exil horrible, très loin de chez lui. Il est passé d'Allemagne en Hollande. Bon.
peut être un salaud de service et devenir quelqu'un de très bien, ou l'inverse, et parfois être sympa, puis salaud de service, et puis nouveau sympa. Alors on va voir quelques exemples. Bon, Hitler, évidemment, il avait des dispositions pour devenir le salaud de service, mais même ici, on exagère. C'est une affiche, c'est un tract de propagande que les Alliés jetaient sur l'Allemagne, et c'est un montage, évidemment. On voit un champ de cadavres, un Hitler souriant, qui dit « Je me sens si frais, le printemps arrive ». Bon, aussi un montage, parce qu'il faut bien dire que les bombardements dans nos pays, France, Belgique, etc., ils ont surtout fait des victimes quand c'était des bombardements alliés. Hein. Mais là, on le présente comme étant le fauteur des bombardements. De l'autre côté, les Allemands font la même chose, ils ont besoin aussi de leur salaud de service. Et donc, ils nous montrent Churchill comme un quoi? Voilà, comme Al Capone, c'est un gangster. Alors, de l'autre côté, les Allemands présentent aux Ukrainiens, qui ont eu des petites faiblesses pour le nazisme, un texte en ukrainien où ils montrent que c'est Staline qui incendie le pays, l'Ukraine, et que heureusement, il y a les nazis qui empêchent Staline de faire son œuvre maléfique. Mais plus tard, avec Saddam Hussein, on va aussi avoir un salaud de service. Alors, Saddam Hussein, on le montre ici, moitié dans le noir, c'est toujours bon, ça donne un peu d'angoisse, hein, de voir la moitié en noir. Et puis les 6 atouts de Saddam, on va les voir à l'intérieur du journal: nucléariser, déstabiliser, surprendre, terroriser, sacrifier, te dire. Tout ça n'est pas bien agréable. Et il y a 2 illustrations: l'explosion d'une bombe atomique, mais les Irakiens n'ont jamais eu la bombe atomique. Mais c'est peut-être celle de Bouroua ou bien de Nagasaki. On montre ça. Et alors, une photo où il est avec le bras levé, qui n'a pas de sens. Ben, il n'a jamais fait allégeance au nazisme. Mais quand vous êtes un personnage qu'on suit tout le temps par des photographes, vous pouvez avoir une photo comme ça. Tout à l'heure, quand Isabelle est venue me chercher gentiment à la gare, je l'ai vu de loin, je lui ai fait ça aussi. Hein? Si on m'avait pris à ce moment-là, ça faisait vraiment drôle de genre. Et donc, dans l'ennemi, on doit prouver qu'il est un nazi. 10 ans plus tard, le Time titre « Est-ce que nous sommes prêts pour la guerre ?» Donc, on prépare l'opinion publique. Et je vous fais remarquer que c'est de nouveau la moitié du visage dans le noir. C'est un bon truc. Entre ce Saddam première version et deuxième version, il y a eu un autre salaud de service, l'effroyable Milosevic. Donc il y a les salauds de toutes espèces, et lui c'est l'effroyable Milosevic. Et à l'intérieur du journal, l'effroyable, le dictateur, il a une responsabilité dans les malheurs des peuples, sa capacité de nuisance est loin d'être épuisée. On choisit une photo qui ne vous engage pas trop à avoir de la sympathie pour lui. Et puis là, on nous explique dans l'article les symptômes d'une névrose. Alors la photo est très mauvaise, mais ici vous voyez Chirac et Clinton en grande conversation avec Milosevic, parce qu'à un moment, il a été salaud de service, puis il a été un interlocuteur valable, et puis il va nouveau être le salaud de service, et il va mourir un peu curieusement dans les geôles hollandaises. Alors les symptômes d'une névrose, pourquoi? On explique qu'il est fou. Il est fou, pourquoi? Parce que son oncle maternel s'est suicidé. Et donc si vous avez un oncle maternel qui s'est suicidé, là vous êtes névrosé à vie, vous allez devenir un tyran, un dictateur. Et sa femme aussi est folle. Sa femme est folle parce que son père ne l'a pas reconnue tout de suite, ce qui est d'une hypocrisie rare, parce qu'elle est née dans les montagnes, dans un groupe de partisans, sa mère a été arrêtée par les nazis, torturée, etc. Le père s'est encouru avec le bébé,
Il aurait dû chercher une mairie qui voulait bien noter qu'il était le père légitime. Tout ça est fou. Ça se termine. Slobo, c'est lui, et Mira ne sont pas un couple, c'est une association de malfaiteurs. Donc quand vous avez lu ça, même si vous aviez envie de dire quelque chose en faveur de la Yougoslavie, vous n'osez plus, parce que ce sont vraiment des personnages infréquentables. Mais il y a d'autres salauds de service qui ont eu leur heure de gloire. Hein. Alors vous avez ici évidemment Kadhafi, à un certain moment chef du terrorisme international, on le recherche partout, et puis il vient à l'Élysée, il met sa tente dans les jardins de l'Élysée. À ce qu'on m'a dit, il était avec une valise un peu lourde de cadeaux, mais je ne sais pas de quoi il s'agissait. Et il n'y a pas qu'en France, hein. En Italie, le voilà qui tape joyeusement sur l'épaule de Berlusconi. Et puis à Bruxelles, notre Premier ministre au sourire ravageur, lui déroule le tapis rouge, et puis après, on va le tuer comme un chien. Alors, ça, c'est la couverture du Time en 1945, et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'originalité. Ça, c'est la couverture du Time en 2003, ça, c'est la couverture du Time. On pourrait continuer, évidemment, avec tous les salauds de service. Parfois, il y en a qui ont été salauds de service pendant un moment, et puis qui ont disparu. Le président Ahmadinejad, il paraît que c'était notre ennemi numéro un. L'homme qui fait trembler le monde, mais on n'en entend plus jamais parler. Les fous au pouvoir, c'est toujours les autres qui sont fous. Hein. Dans la nouvelle édition du livre, j'ai ajouté un passage, le président Wilson, américain, qui clôture la Première Guerre mondiale. Eh bien, aujourd'hui, on a des tas de preuves qu'il était fou. Mais on ne pouvait pas le dire. Naturellement, les fous sont toujours de l'autre côté. Plus récemment, ben voilà, le Premier ministre italien Renzi qui reçoit aimablement Poutine, qui va aussi devenir après un méchant, qui provoque l'Europe, donc on doit réagir. Et ça, c'est une de mes préférées. Madame Merkel, en 2021, prend sa retraite, c'est pas il y a si longtemps, c'est il y a 3 ans. Et Poutine lui offre un gros bouquet de fleurs, et elle est là, occupée à dire « Mais Vladimir, il n'a pas fallu, etc. » On est amis, on est dans le même camp, et puis ça va devenir le monstre. Et regardez, peu de temps après, dans le Paris Match, et là, c'est facile, hein, on ajoute une petite moustache, et donc, à droite, on ajoute une moustache, et alors là, c'est clair. Quatrième point, il faut masquer les buts de la guerre sous de nobles causes. Les buts de la guerre, c'est toujours les mêmes. C'est des causes économiques et c'est des causes géostratégiques. À la Première Guerre mondiale, pourquoi l'Allemagne et la France se disputent la Lorraine? C'est la Lorraine sidérurgique, c'est la Lorraine des mines, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait la guerre à l'Irak? Parce qu'il y a plein de pétrole, etc. Et puis, à la question géostratégique, on essaie de découper l'ennemi en petites tranches et on essaie de créer des scissions dans ce pays. Donc, en suggérant l'autonomie des Ouïghours ou des Baltes ou je ne sais quoi. Donc, on a toujours ces deux aspects. Alors, est-ce qu'on va parler de ça? Jamais. On ne va jamais parler de ça, ni des causes économiques, ni des causes géostratégiques. On va emballer ça dans de belles causes. Alors ici, c'est une illustration de la Première Guerre mondiale allemande qui dit « Im Kampf für Recht und Freiheit » dans le combat pour le droit et la liberté. Ça, c'est pas mal. Hein? Ça, je veux bien mourir pour le droit et la liberté, tandis que pour l'industrie sidérurgique de Lorraine, c'est moins enthousiasmant. Alors, vous ne connaissez pas le néerlandais, le flamand, mais je vais vous dire que sur ce monument aux morts belge, il est marqué « Voor recht en vrijheid ».
et on retourne en arrière, wo recht en vrede en flamand, et ici, für recht und vrede. C'est exactement les mêmes mots. Les Allemands meurent pendant la guerre de 14 pour le droit et la liberté, et les Belges meurent pour le droit et la liberté. Et puis, après la guerre, on va voir pourquoi ils sont morts. Et pourquoi ils sont morts? Parce qu'il y a des conflits entre les empires, évidemment. Et qu'après la Première Guerre mondiale, eh bien, on a cassé les grands empires, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, l'Empire tsariste, et les vainqueurs vont exiger que tout ça soit découpé en petits morceaux. Et on va faire la Yougoslavie, la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, les pays baltes, la Pologne, etc. Parce que c'est ça, naturellement, le but. Il faut affaiblir les grands empires contre lesquels on s'est battu. Et tout ce que vous voyez en rouge, là, eh bien, sont tous des États nouveaux qui sont créés après la Première Guerre mondiale. Et on n'a pas dit au début de la Première Guerre mondiale, on va faire la guerre aux autres pour les affaiblir et pour créer une mosaïque. Là, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler rassemble les vieux et les jeunes dans sa Volkssturm, qui est sa dernière garde, je dirais, et ils vont mourir. Pourquoi? Und Freiheit und Leben, pour la liberté et la vie. Et ça, naturellement, c'est beau, c'est mobilisateur. Là, une affiche américaine qui nous dit on va sauver la liberté de conscience, et puis en dessous il est marqué acheter des bonnes guerres, ce qui est un peu moins romantique. Ici en Irlande, une femme qui dit à un homme, est-ce que tu vas aller te battre finalement, ou bien c'est moi qui dois y aller? Là, c'est 2014, l'Ukraine appelle l'Europe au secours. Ça, c'est toujours bon, dans la propagande de guerre, de dire qu'on va au secours d'un petit groupe, d'un petit peuple. Les femmes afghanes rêvent de mettre la mini-jupe, une minorité lointaine demande notre aide, etc. Ça donne du cœur à l'ouvrage. Cinquième point, l'ennemi provoque des atrocités, tandis que nous c'est des bavures. Et ces bavures, elles sont involontaires. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, vous voyez comment on représente l'ennemi. Ça, c'est une affiche américaine qui dit « Détruisez cette bête furieuse, engagez-vous ». Et comment on voit que c'est un Allemand? Il a son casque à pointe, il est marqué « militarisme » sur son casque. Les autres sont militaristes, nous jamais. Je ne sais pas alors à quoi servent nos armées si elles ne sont pas militaristes. Culture sur sa massue, et il laisse une Europe en ruine et il met le pied sur l'Amérique. Il a attrapé au passage une dame, et je ne pense pas que c'est pour l'emmener au concert ou à l'opéra. Et cet Allemand, il ressemble à quoi? C'est King Kong. C'est un gorille, c'est King Kong. Et donc ça, c'est un processus habituel, c'est de déshumaniser l'ennemi, c'est de le rendre comme un animal. Et vous n'avez pas de problème de cœur ou d'âme lorsque vous écrasez des moustiques. Hein? Et pourtant, les moustiques, c'est un être vivant. Eh bien, c'est la même chose. Écraser un ennemi, c'est la même chose que d'écraser un moustique, parce que ces ennemis, ce sont des animaux. Ici, une affiche qui est dans le même sens, le casque à pointe qui emmène une petite fille, et on ne pense pas que c'est pour aller au théâtre de marionnettes. Ici, par contre, c'est nos soldats. Comment est-ce qu'on représente nos soldats? Eh bien, nos soldats, ce sont des soldats qui protègent les femmes et les enfants. Tandis que les Boches, les Allemands, c'est les Boches, ils auraient coupé les mains de tous les petits-enfants belges. C'est un bobard de guerre qui a circulé, qui a été répercuté dans la presse de manière tout à fait récurrente pendant la Première Guerre mondiale et qui était tout à fait faux.
hein. Heureusement, j'ai connu des vieilles dames qui avaient vécu à cette époque-là, qui avaient 2 mains. Donc, l'ennemi fait des atrocités. Nous, pas naturellement. Là, l'Allemand, il met le pied sur une femme, il a tué un curé, un enfant, etc. Nous, jamais. Là, les Boches ont mis des vieillards en feu, mais nous, on faisait la même chose. Hein. Là, c'est une infirmière qui devient la vedette. C'est le point de vue allemand. Alors, c'est un petit film de propagande qui montre une ferme en Alsace qui est occupée par des Français. Les Français, c'est à droite, là. Alors, ils sont complètement sourds et ils sont là avec leur guitare, ils chantent, font du potin. Et heureusement, il y a des Allemands qui arrivent et qui remettent de l'ordre dans cette ferme. Et la deuxième illustration, c'est la maman alsacienne qui remercie l'officier d'être venu à leur secours. Et vous avez à gauche la jeune fille qui se jette dans les bras de son papa en imaginant le pire si les Français étaient restés encore une demi-heure dans leur ferme. Donc, les violeurs, c'est les Français. Les gentils, ils apportent de la nourriture aux femmes et aux enfants. Ils apportent de la soupe. Ça, c'est les Allemands qui se représentent comme apportant de la soupe. Et ils sont bons avec les enfants, ils sont gentils avec les enfants, nos soldats qui nous soyons. Là, vous avez toute une série d'enfants qui ont des tartines que leur ont donné un officier allemand. Et là aussi, quand j'étais prof, je montrais ces 2 illustrations aux étudiants. Ils devaient les comparer, parce que là, il est marqué que c'est des enfants français et la belge, et en fait, c'est les mêmes. Vous voyez là, il y a celui avec la petite fille avec les cheveux mi-longs, le petit garçon avec son tablier blanc, les 3 grands dadais avec leur béret, etc. C'est les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on veut passer comme message? Nous, soldats allemands, nous sommes bons envers la population civile. C'est ce que je vais appeler le soldat babysitter. Chaque armée fait semblant d'avoir comme soldats des soldats babysitters qui sont là pour aider la population. C'est un drôle de soldat parce qu'il n'a pas d'armes. Il a enlevé son casque pour ne pas faire peur à la petite fille. Il n'a pas du tout l'air agressif. Donc c'est vraiment le type du soldat babysitter qui est là. Ils passent leur temps avec un sac de Pampers et des biberons tièdes. Ça, c'est la publicité pour l'armée belge. Hein. Devenez soldat et vous irez sauver des petits bébés blonds, si possible, hein, c'est encore mieux. Semblable. Ça, c'est l'armée américaine qui présente cette même vision. Et donc, le soldat américain, à quoi il sert en Irak? À sauver les petits bébés, et il leur met des sparadracs, il a toujours un. Tandis que les méchants, alors je ne dis pas que les soldats japonais n'ont pas fait des atrocités, mais nous en avons fait aussi au Japon, commencé par Nagasaki. Le soldat japonais, il a enlevé une femme, il l'a tuée, puis je ne sais pas où il l'emmène, qu'est-ce qu'il veut en faire, mais en tout cas, ça... Et nous devons tout le temps penser que ça arrive avec nos soldats aussi. Alors en Belgique, la polémique est récente, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la bataille des Ardennes? Hein, donc, on croyait que les Allemands étaient définitivement partis, et voilà que pendant l'hiver 44-45, ils reviennent. Et il y a une bataille très importante dans les Ardennes. Mais tiens, ils avaient fait plein de prisonniers allemands. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces prisonniers? Ah ben, on les a abattus. Hein. On n'allait pas se charger en plein combat de tous des prisonniers. Mais il vaut mieux ne pas en parler, de même qu'il y a des récentes études sur les viols commis par les GIs en Europe, que ce soit en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, c'était la norme. Mais nous n'allons jamais prendre que les exemples des violeurs de l'autre côté. Alors voilà, ça c'est une affiche italienne
qui montre les Américains. Alors, vous voyez, ils s'attaquent aux enfants. Et ça, c'est peut-être les pires. Ce sont des journaux italiens. Au-dessus, c'est la petite fille qui n'a plus de main et qui dit « c'est le cadeau de mon oncle d'Amérique ». Soi-disant un dialogue entre deux pilotes américains, et il y en a un des deux qui dit « tiens, si on bombardait l'école ». Et l'autre dit « c'est pas la peine, les gosses sont en congé ». Bon, on peut se demander si aujourd'hui il n'y a pas des choses semblables. Hein, mais, tandis que quand c'est les nôtres, vous voyez comme il est gentil, le soldat libérateur des Irakiens reçoit des gros bisous. On parle très peu de nos méfaits au Vietnam, pourtant ils ont existé, et quand on parle d'une famille de Bagdad qui a été décapitée, on dit que c'est une bavure. Donc, c'est tout à fait involontaire de notre part, tandis que les autres, c'est exprès qu'ils font ça. Ce petit garçon n'a pas forcément un bon souvenir non plus de l'invasion. Si l'ennemi utilise des armes non autorisées, ça, on va systématiquement relever qu'eux ne se battent pas comme des chevaliers. Nous, on a des militaires qui se battent suivant les règles de la guerre, eux pas. Alors pendant la Première Guerre mondiale, c'est toute la question des gaz asphyxiants. Qui est-ce qui a commencé? Qui voulait les employer, etc. En fait, si on a cessé de les employer, ce n'est pas parce qu'on est humanitaire, c'est parce que les gaz asphyxiants, c'est une arme très dangereuse pour celui qui les envoie, parce qu'il suffit d'un coup de vent, et ce sont ceux qui ont envoyé les gaz qui sont gazés. Ici, les Allemands sont accusés de faire semblant de se rendre et d'en fait d'avoir organisé un guet-apens. Chacun accuse l'autre d'avoir des armes biologiques, des armes chimiques. Là, vous voyez ces monstrueux insectes qui voguent vers nous. Alors là, c'est naturellement le plus... Le top. Alors, vous avez donc Colin Powell qui veut qu'on attaque l'Irak. On a essayé déjà de mobiliser l'opinion publique, mais là, on va la faire passer du côté de la guerre avec cette séance au Conseil de sécurité de l'ONU où il montre une fiole en disant « Voilà, j'ai la preuve que les Irakiens ont des armes de destruction massive. » Et personne n'a dit « Moi, je voudrais bien voir ce qu'il y a là-dedans. Je voudrais l'analyser. C'est quoi? C'est du yogourt, du bifidus actif qu'est-ce que c'est ?» On n'en a pas eu la moindre idée. Et la guerre a été déclarée. Et quelques années après, même dans l'Express, on peut dire « Bush et Blair ont inventé les armes de destruction massive. » Parce que quelques années après, quand la guerre est faite, on peut vous dire, vous savez, c'était de la blague, hein. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. On nous avait fait croire aussi que ceci était une usine d'armement, jusqu'à ce que deux ingénieurs de mon pays, de Belgique, interviennent et disent « c'est une usine de ciment dans laquelle nous avons travaillé jusqu'il y a 2 mois. Ça n'a rien à voir. Puis sont très peu de pertes, pour nous ça va très bien, mais c'est pour les autres que ça ne va pas. Je viens de voir en venant un article qui disait voilà, les pertes russes sont énormes, etc. Et de l'autre côté, je sais pas, il y a 10 fois plus de pertes du côté des Russes que des Ukrainiens. C'est possible, mais les mensonges sont tellement récurrents. Le 4 août 14, la Belgique est envahie par l'armée allemande. Vous pouvez imaginer que cette petite armée belge n'a pas tenu très longtemps. Néanmoins, le 6 août, 2 jours après l'invasion, vous avez un article dans Le Soir, « Nouveau succès belge !» L'artillerie a détruit un pont construit par les Allemands. Si vous regardez de près, c'est un pont en corde qu'un Boy Scout avait construit, enfin une histoire vraiment rocambolesque, mais le titre est là pour remonter le moral, bien sûr. Pour nous, tout va bien, c'est chez eux que tout va mal.
Alors quand on a des prisonniers, on doit les faire voir. Hein. Il faut que la population se rende compte. Alors là, c'est à Reims, on promène les prisonniers allemands dans la ville de Reims pour que les gens les voient. Ça, c'était en Yougoslavie. Ils avaient 3 prisonniers américains, 3, pas plus, mais tout le monde les connaissait parce qu'on les voyait partout. Ça, c'est les images qu'on nous a données de la reddition irakienne. Ça, c'est relativement récent, puisque c'est en 2014. Ce sont, selon les commentaires, des prisonniers pro-russes qu'on fait défiler dans Kiev pour que la population voit que tout va bien pour eux. Et quand il y a des déserteurs, c'est toujours chez l'ennemi. Hein. Par image exclusif, le déserteur russe passe aux aveux. Hein. Ça donne bon courage. Et ce qu'il ne faut surtout pas montrer, c'est les cercueils de ceux qui rentrent. La guerre au Vietnam a commencé à tourner mal dans l'opinion publique quand les gens se sont rendus compte que ce n'était pas une guerre zéro mort, mais qu'il y avait des cercueils qui rentraient. Il faut avoir des artistes, des intellectuels qui disent qu'ils sont pour la guerre, que c'est vraiment une bonne guerre, etc. Alors, pour la Première Guerre mondiale, c'était très artisanal. C'est des peintres qui font des lithographies, des images. Ici, on voit le roi Albert de Belgique qui vient honorer le Christ à la tête de tous les rois catholiques. Deuxième Guerre mondiale, des films aussi, hein, Hitchcock et autres, des chanteuses. Hein, vous avez Marlène Dietrich, qui reçoit la Légion d'honneur, non pas pour avoir chanté très bien, mais pour avoir chanté sur les premiers rangs de soldats. Et puis, Walt Disney, qui n'était pas du tout anti-nazi, au contraire, il a essayé de fourguer sa marchandise dans le Reich très longtemps, et puis, pendant la guerre, on lui commande des films de propagande, et il les fait. Plus de la moitié de sa production pendant la Seconde Guerre mondiale sont des films de propagande. Et alors ça, c'est spécial pour les Français. C'est Bernard Chamblay au pays des singes jaunes, quelque chose comme ça. Au pays jaune. Au pays jaune. C'est l'histoire de 2 légionnaires français qui sont prisonniers des Viettes. Et alors, vous avez un moment vraiment dramatique là dans la bande dessinée, parce que la bande dessinée participe évidemment à la propagande. Ce moment dramatique, c'est les Viettes qui vont jeter les légionnaires français, mais ils arrivent à tétaniser le tigre en criant « Vive la France, vive la Légion », ce qui tétanise le tigre évidemment. En Irak, Bruce Willis vient à la rescousse de Bush, donc ça donne une crédibilité à l'opinion publique. Un caractère sacré. Alors, ça peut nous sembler bizarre qu'il y ait des gens qui se fassent sauter en criant Allah Akbar, mais nous on fait la même chose, on a fait la même chose. Les Allemands avaient sur leur ceinturon Gott mit uns, Dieu avec nous. Et les Américains, c'est God saves America. Les Anglais, God saves the Queen, etc., etc. Belge, comme exemple, c'est notre roi Albert dans un vitrail dans une église, sur un vitrail dans une église, et notre roi Albert, il massacre le démon, mais ce démon a quelque chose de spécial. Il a un casque à pointe, tiens. Donc, c'est le saint qui se bat contre le mal, bien entendu. Alors là, pasteur, rabbins, prêtres catholiques, tous unis pour l'effort de guerre. Et là, c'est une ravissante petite voiture qui faisait le front et qu'on pouvait ouvrir. Et il y avait des saints qui sortaient, un hôtel. Il fallait juste mettre quelques chaises. On avait une chapelle portative. Chacun explique que l'autre n'a pas de respect pour la religion. Et là, c'est une photo qui est vicieuse, parce qu'elle a été proposée comme exemple de ces Allemands dans une église en ruine.
mais c'est l'abbaye d'Orval. Elle est en ruine depuis 1793. Là, Dieu bénit la charrue et la femme qui la dirige. En fait, en Grande-Bretagne, très longtemps, ça a été seulement des soldats volontaires. Et il y avait beaucoup d'hommes qui disaient, oui, moi je vais aller battre. Et leurs femmes disaient, eh oh, et qui est-ce qui va faire le labour? Et qui est-ce qui va faire la récolte? Et là, c'est une publicité, une propagande, pour dire aux femmes, ne vous en faites pas, vous n'avez jamais manié la charrue. Mais Dieu bénit la charrue et la femme qui la tient. Alors ça, c'est une affiche italienne qui montre comme irrespectueux à la religion les Américains. Alors, c'est une église, le soldat américain a décroché le Christ, il emporte les objets liturgiques, donc pas de respect. Il a lu des magazines, et je ne crois pas que c'est la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qu'il a lu, et il a mangé ses cornets de bif, et en plus, il aime bien marqué USA sur son casque, mais c'est un soldat américain noir, hein, pour accentuer le caractère irrespectueux. Sauvage. On prie d'un côté, on prie de l'autre. Bush, avant chaque conseil, Saddam Hussein en prière alors qu'il était notre barrière laïque contre l'Iran, hein, et chacun prie de son côté, et alors qu'il n'était pas très croyant, à la fin de sa vie, il se promenait toujours avec une Bible, avec un Coran sous le bras. Et voilà, Bush un peu comme le Christ ressuscité. Dernière chose, si vous ne croyez pas tout ça, c'est que vous êtes des agents de l'ennemi. Lorsque on a voulu proposer des articles différents à la presse, notamment pour la Yougoslavie, etc., on avait toujours des fins de nous recevoir. Mais non, nous avons déjà publié un article de quelqu'un qui est hostile à la guerre. Mais tous les jours, il y avait un article du responsable de la propagande de l'OTAN. On n'appelle pas ça propagande, on appelle ça autrement, de la communication, qui avait sa colonne, sa place dans le journal. Député socialiste flamand qui demande au chef du gouvernement si c'est bien nécessaire que l'armée belge reste en Afghanistan. Et sa question était d'autant plus pertinente que peu de temps après, même les Américains sont partis d'Afghanistan. Le ministre de la Défense lui répond « Vous êtes donc dans le camp de Ben Laden et de ses amis poseurs de bombes, des violeurs, de ceux qui arrachent les oreilles des petites filles qui veulent aller à l'école. » Et il est tout de suite étiqueté comme étant un agent de l'ennemi, bien entendu. Et aujourd'hui, si vous posez des questions, parce que poser des questions en temps de guerre, c'est très dangereux, je dirais. Si vous posez une question et si vous dites, vous êtes bien sûr que ces Ukrainiens qu'on soutient, que ce soit vraiment des gens de ceci et ça. Quoi? Vous êtes pour Poutine alors? Non, je ne suis pas pour Poutine, mais je pose une question. Ou si vous dites, est-ce que vous ne pensez pas qu'Israël exagère à tuer des milliers de Palestiniens? Quoi? Vous êtes antisémite? Non, je ne suis pas antisémite, je pose une question. Et poser une question en temps de guerre, c'est quelque chose qui est dangereux. Et le moment on va dire, comme dans les grands médias, de l'invasion de l'Ukraine, ce jeune homme à droite, que j'ai la gloire d'avoir vu comme étudiant, dit très modérément, il dit on condamne toute agression d'un pays envers l'autre, mais il faut quand même se poser des questions sur ce qui s'est passé avant, etc. Et le Premier ministre lui répond, c'est révoltant, on dirait que Poutine a des alliés dans ce Parlement.
Donc c'est très dangereux, très risqué de poser des questions en temps de guerre. Pourtant, nous essayons de continuer à en poser. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit se faire à l'idée que chaque fois, on va avoir quelqu'un qui nous dit « Ah, vous êtes pour le Hamas ? Ah, vous êtes pour Poutine ? Ah, vous êtes pour... » Non. Chaque fois, il va falloir répéter ça. Il va falloir chaque fois attaquer aussi. Donc, si vous croyez avoir une multitude de médias à disposition parce que vous avez lu et Le Figaro et Le Monde et le Paris Match et que vous avez regardé la télévision, mais c'est tout la même chose, évidemment. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais il y a quand même le Monde diplomatique ». Oui, mais il y a combien de gens qui lisent le Monde diplomatique? Il est mensuel et pendant ce temps-là, les gens étaient abreuvés de la propagande dans les médias de toutes espèces. C'est peut-être notre faute aussi de ne pas être assez nombreux. Je vous donnerai un exemple. Les témoins de Jéhovah. Moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah et je ne crois pas que la fin du monde soit proche, en tout cas comme ils le disent, mais je les admire pour leur persévérance à défendre leurs idées. Ils sont là. Vous allez à l'hôpital, ils sont là. Vous sortez de la gare, ils sont là. Ils sont là. Et ils vous interpellent. Vous avez déjà lu la Bible parce que je peux vous... Bon. Et nous, on évite d'avoir des discussions avec nos semblables et on est de moins en moins proactifs. Raymond de Dien et Henri Martin s'étaient couchés sur les voies de train pour éviter qu'on envoie des armes. Les dockers avaient refusé d'embarquer des armes. Et aujourd'hui, est-ce que le syndicat fait un appel de ce genre? Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent sur la voie du train? C'était devenu des héros. Aujourd'hui, je pense que même si les journalistes, on a vu à Montpellier ce que ça avait donné, sont empêchés de dire ce qu'ils voudraient, s'il y a des gens qui se sont mis sur la voie ferrée, je pense qu'ils seraient obligés quand même de faire une petite séquence là-dessus. Il faut aussi qu'on fasse un effort vers les écoles, vers les enseignants, parce que ces principes connus, les gens ont un regard différent vis-à-vis de la télévision qui nous dit « Ah, tout va bien pour nous, mais eux, ils savent, hein, et c'est nous qui sommes pacifiques, etc. » On dit « Ben ça, alors, j'ai entendu déjà, c'est le 3, c'est le 4, c'est le 5. » Avec l'exposition « Résister à la propagande de guerre », on est allé dans 28 villes de France. 28 villes de France. Et il y a des enseignants magnifiques. Et il y a des enseignants qui, à partir de là, ont fait des activités très intéressantes et ont appris à leurs étudiants, leurs élèves, à retrouver ces principes dans la presse du jour. Et ça marchait très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose, mais je pense que avant d'agir, en tout cas, il y a 3 choses à faire. Douter, douter et encore douter. Je vous remercie.